Une serveuse a nourri un sans-abri et a été renvoyée. 30 minutes plus tard, Jason Statham est arrivé. Le monde entier se résumait à cet auditorium. Les mains tremblantes, Laura ajusta son violon contre son cou, ressentant le poids des 3000 respirations suspendues dans les rangées devant elle. Le silence était si dense qu'on aurait dit qu'on pouvait le couper au couteau. Ses tempes pulsaient au même rythme que l'horloge murale qui marquait les secondes avant son entrée. Le chef d'orchestre leva enfin sa baguette, les yeux fixés sur elle. 3 respirations profondes ne furent pas suffisantes. Les premiers accords de l'orchestre commencèrent à remplir l'espace, annonçant son entrée en solo. Laura sentit la sueur froide couler dans son dos, tandis que des flashbacks de son dernier fiasco envahissaient son esprit. La baguette se dirigea vers elle, son moment arrivant dans 3, 2, 1. Ses doigts trouvèrent à les cordes. La première note, pure, cristalline, flotta dans l'auditorium. Les notes suivantes se succédèrent parfaitement, dansant, avec précision tandis que Laura fermait les yeux, laissant la mélodie la guider. Pendant un instant, il n'y avait qu'elle et Tchaïkovski, communiquant à travers les siècles. Jusqu'à ce qu'au paroxysme de la cadence centrale, quelque chose se brise. Ce n'était pas un son audible pour le public, mais Laura le ressentit immédiatement. Un léger tremblement dans son poignet droit, suivi d'une vive douleur qui remontait le bras. Le même tremblement qui avait détruit sa carrière 2 ans auparavant. Le chef d'orchestre remarqua l'hésitation microscopique, ses yeux croisant les siens dans un instant de panique partagée. Pas une seule note n'avait été perdue, mais la douleur grandissante dans le poignet de Laura était comme une bombe à retardement. Le concert de violon le plus important de sa vie, sa chance de rédemption, était sur le point de s'effondrer. 60 secondes avant le mouvement final, 59, 58. Le visage de Jason, son ancien mentor, émergea de la première rangée. Ses yeux transmettaient ce que ses lèvres ne pouvaient dire à ce moment-là. « Tu n'y arriveras pas ». La même expression de déception qu'il avait affichée après son effondrement au Carnegie Hall. Laura sentit le poids de l'échec imminent, mais son regard rencontra alors une autre paire d'yeux parmi la foule. Dans la 3e rangée, au centre, un garçon d'environ 12 ans l'observait avec une admiration pure, tenant dans sa main un programme sur lequel son nom était imprimé. Le garçon qui était venu à son cours ouvert, demandant s'il pourrait un jour jouer comme elle, malgré sa propre main aux doigts partiellement paralysés. La douleur dans son poignet s'intensifia, presque insupportable. 20 secondes avant le mouvement final, le moment tant attendu. Le moment pour lequel elle avait passé 2 ans en thérapie physique et psychologique pour se préparer. Laura avait 2 choix, s'arrêter et admettre la défaite, ou continuer et risquer un dommage permanent. Elle ajusta son violon, modifiant légèrement la position pour compenser cette faiblesse soudaine. Le chef d'orchestre remarqua ce mouvement subtil, ce changement de technique qui n'était pas prévu. Et puis vint l'heure de vérité, la section qu'il avait brisée 2 ans auparavant. Il y a 2 ans et demi, Laura Mendes était considérée comme un prodige tardif. À 34 ans, violoniste principale de la Philharmonie de São Paulo, elle avait enfin obtenu la reconnaissance qu'elle recherchait depuis l'âge de 7 ans, lorsqu'elle avait joué du violon pour la première fois. Ce n'était pas un parcours traditionnel. Les enfants prodiges émergent généralement dès l'adolescence. Laura, cependant, était différente. Fille unique d'une femme de ménage et d'un ouvrier d'usine, elle avait grandi en banlieue d'une ville où les orchestres symphoniques n'étaient à présent que dans la télévision. Son premier violon avait été un cadeau d'anniversaire acheté dans un vide-grenier, patiemment restauré par son père qui, bien qu'il n'ait jamais joué d'un instrument, passait ses soirées à regarder des tutoriels en ligne pour le réparer. « Ah, si tu as des mains faites pour la musique », disait sa mère, tandis qu'elle nettoyait des maisons le week-end pour payer ses cours de musique. À 17 ans, Laura avait été rejetée par 3 conservatoires différents. « Technique excellente, mais il manque de l'âme », avait écrit un évaluateur. Ce rejet l'avait poussée à abandonner le violon pendant près de 5 ans, période durant laquelle elle étudia la gestion et travailla dans une compagnie d'assurance. Un emploi stable qui payait les factures, mais qui asséchait son âme un peu plus chaque jour. Jusqu'à la nuit où elle assista à un concert de Jason Statham, le célèbre violoniste britannique reconnu mondialement. Le son émanant de son instrument brisa toutes les barrières que Laura avait construites. Après le concert, dans un acte de courage impulsif,
Elle s'introduisit dans les coulisses. « Que veux-tu » demanda Jason, visiblement épuisé. « Je veux que tu m'apprennes à jouer avec âme » répondit-elle, les yeux embués de larmes. À la surprise de tous, y compris la sienne, Jason accepta de l'écouter jouer. Et alors, après 15 minutes, il lui fit une proposition. Des cours particuliers, gratuits, à condition qu'elle abandonne tout pour se consacrer exclusivement à la musique. « Il y a un océan endormi dans tes mains, dit-il. Mais tu devras tout sacrifier pour le réveiller. » Les 3 années suivantes furent les plus intenses de la vie de Laura. Elle vivait dans une minuscule chambre, travaillait comme serveuse la nuit et pratiquait le violon 8 heures par jour. Jason était un mentor exigeant, souvent cruel, dans ses critiques, mettant au défi chaque centimètre de sa technique et de son interprétation. « La perfection technique n'est que le billet d'entrée pour le concert », répétait-il. « L'âme est le véritable spectacle. » À 32 ans, Laura obtint une place dans l'orchestre et 2 ans plus tard, elle devint soliste. L'océan s'était enfin éveillé. Son interprétation de Tchaïkovski au théâtre municipal épuisait les billets pendant 3 soirées consécutives. Les critiques la décrivaient comme une révélation tardive mais explosive. Puis vint l'invitation à jouer au Carnegie Hall, le rêve de tout musicien classique. C'est Jason qui insista. C'est ta chance de montrer au monde que l'âge est sans importance quand on a quelque chose de véritable à dire. Laura pratiqua comme jamais auparavant. 16 heures par jour, ignorant les premières piqûres de douleur dans son poignet, les attribuant à la fatigue. Jason remarqua les premiers signes, la légère hésitation dans les arpèges, la tension supplémentaire dans les épaules. Mais tous deux firent semblant de ne rien voir. L'opportunité était trop grande pour être reportée. La nuit au Carnegie Hall commença comme un rêve. Les premières notes, parfaites. Puis, au milieu du 2e mouvement, son poignet se bloqua complètement. Une douleur aiguë, paralysante, parcourut son bras. Le son qui sortit de son violon ressemblait davantage à un cri de détresse. L'échec fut catastrophique, audible même pour les oreilles non entraînées. Laura vit l'horreur dans les yeux de la première rangée, la gêne sur le visage du chef d'orchestre et, pire encore, la déception absolue sur le visage de Jason. Le diagnostic médical tomba comme une sentence. Tendinite chronique aggravée par des efforts répétés. « Tu as ignoré tous les signaux d'alarme », dit le médecin. « La récupération totale n'est pas garantie. » Jason s'éloigna progressivement. « Tu connaissais les risques et tu as choisi de les ignorer », furent ses derniers mots avant d'interrompre son mentorat. Ce qui suivit fut un abîme. Laura vendit son appartement pour payer les traitements. Séances de physiothérapie, acupuncture, thérapies alternatives, tout ce qui offrait une lueur d'espoir. Pendant des mois, elle ne put tenir son violon sans pleurer de douleur. Mais alors, lors d'une séance particulièrement frustrante de physiothérapie, elle rencontra Miguel, un garçon de 10 ans qui luttait contre une paralysie partielle des doigts suite à un accident. Alors qu'elle se plaignait de son état, le garçon pratiquait inlassablement des mouvements simples, célébrant chaque petit progrès. « Pourquoi continues-tu d'essayer » demanda Laura un jour. « Parce que quand je joue, même si ce ne sont que 2 notes justes, je sens que je parle une langue spéciale, » répondit Miguel avec la simplicité déconcertante des enfants. Cela frappa Laura comme une révélation. Elle s'était perdue dans la quête de la perfection technique, oubliant la raison pour laquelle elle avait commencé à jouer. Ce n'était pas pour le Carnegie Hall, ni pour impressionner Jason. Il s'agissait de cette langue spéciale. Peu à peu, elle développa une nouvelle technique, adaptée à ses limites. Elle réapprit à jouer, cette fois en écoutant ce que son corps lui disait. Après 18 mois de rééducation, elle commença à donner des cours à des enfants en situation de handicap, y compris Miguel, en utilisant des méthodes qu'elle avait elle-même élaborées. C'est Miguel qui l'encouragea à s'inscrire aux auditions pour le concert caritatif de l'Orchestre Philharmonique National, un événement destiné à récolter des fonds pour les enfants ayant des besoins particuliers. « Si tu n'essaies pas, lui dit-il, comment puis-je croire que je dois continuer à essayer ?» Et maintenant, 2 ans après le fiasco au Carnegie Hall, Laura se trouvait de nouveau sur scène, affrontant non seulement le public, mais aussi ses propres démons. La douleur dans le poignet de Laura ressemblait à un incendie montant le long de son bras, mais ses doigts ne s'arrêtèrent pas. Elle ajusta sa posture, redistribuant le poids de l'instrument.
activant. Des muscles secondaires qu'elle avait entraînés avec acharnement durant sa réhabilitation. La technique modifiée n'était pas conventionnelle. Ce n'était assurément pas ce que Jason lui avait enseigné, mais elle fonctionnait. Les notes affluaient, différentes de celles répétées en répétition, mais toujours fidèles à l'essence de Tchaïkovski. Le chef d'orchestre Caldera, d'abord déconcerté par cette subtile altération de l'interprétation, s'adapta rapidement, ses yeux ne quittant jamais ceux de Laura, établissant une communication silencieuse entre eux. Lorsque le mouvement final se termina, il y eut un moment de silence absolu avant que l'explosion d'applaudissements ne submerge l'auditorium. Une ovation debout immédiate. Laura vit Miguel dans la 3e rangée, sautant d'enthousiasme tandis que Jason restait assis, son expression indéchiffrable. Dans les coulisses, après 3 rappels de rideau, Laura laissa enfin transparaître la douleur, se massant le poignet tandis que des larmes silencieuses de soulagement et d'épuisement coulaient sur son visage. Ce n'était pas Tchaïkovski, vint la voix familière derrière elle. Jason se tenait dans l'encadrement de la porte des coulisses, plus âgé que ce dont elle se souvenait, les rides autour des yeux plus prononcées. Non, acquiesça-t-elle, sans se justifier. C'était Tchaïkovski à travers moi, comme cela devait être. Un silence lourd s'installa entre eux, 2 ans de mots non dits flottant dans l'air. Tu as modifié la digitation au 3e mouvement. Commenta-t-il enfin en s'approchant avec hésitation. J'ai dû m'adapter. Mon poignet ne sera plus jamais le même. Et malgré tout, ça a fonctionné. Ce n'était pas exactement un compliment, mais venant de Jason, c'était le plus proche qu'elle aurait pu obtenir. Avant qu'il ne puisse poursuivre, Miguel fit irruption dans les coulisses, ses yeux brillants d'admiration. « Laura, tu étais incroyable. Tout le monde parle de combien c'était différent et spécial. » Jason observa l'interaction entre Laura et le garçon avec curiosité, la naturalité avec laquelle elle se penchait pour être à sa hauteur, la gentillesse dans son geste lorsqu'elle tenait la main partiellement paralysée de Miguel. « C'est ton élève ?» demanda Jason après le départ de Miguel, qui était reparti avec un autographe sur le programme. L'un des 20, tous avec une forme de limitation physique. J'ai développé une méthode pour eux ces 2 dernières années. Une méthode? Adaptation technique réactive. C'est comme réapprendre à jouer mais en respectant les limites individuelles du corps. Jason resta silencieux un long moment. Tu devrais documenter cela. Je le fais déjà. C'est mon projet parallèle à la performance. La conversation fut interrompue par l'arrivée du chef d'orchestre Caldera, un homme de 60, avec l'énergie d'un trentenaire. Laura, extraordinaire, la Philharmonie de Berlin était dans le public. Ils veulent discuter d'une éventuelle tournée européenne. Les yeux de Laura s'écarquillèrent. Berlin? Mais ils savent à propos de ta condition. Oui. En fait, ils sont particulièrement intéressés par ton travail avec les enfants. Il semblerait que tu aies créé quelque chose de révolutionnaire sans t'en rendre compte. Jason observait, un mélange de fierté et de regret dans le regard. « J'ai toujours su qu'il y avait un océan en toi », murmura-t-il, presque pour lui-même. 3 semaines plus tard, Laura se trouvait dans son studio improvisé, un ancien entrepôt transformé en salle de classe pour ses élèves spéciaux. Les murs, autrefois gris, exhibèrent désormais des couleurs vives et des dessins d'enfants. Des violons de tailles différentes, certains modifiés avec des adaptations spéciales, occupaient un support fixé au mur. Miguel essayait une pièce particulièrement difficile, le front plissé par la concentration, les doigts partiellement paralysés luttant pour atteindre les notes. Laura observait, résistant à l'envie d'intervenir. « Je n'y arrive pas », dit-il finalement en baissant son violon frustré. « Tu n'y arrives pas de la manière traditionnelle », corrigea doucement Laura. « Alors trouvons ta manière. » Elle saisit son propre violon, démontrant une approche alternative qu'elle avait développée spécialement pour l'état de Miguel. « Tu vois, la musique se moque du chemin que tu empruntes pour l'atteindre. Ce qui compte, c'est que tu y parviennes. » Alors qu'il travaillait sur l'adaptation, la porte du studio s'ouvrit. Jason entra, semblant déplacé parmi les instruments colorés et les décorations enfantines. « J'ai une proposition », dit-il sans détour, après avoir observé la classe pendant quelques minutes. « L'Académie nationale est intéressée par ta méthode. Ils veulent que tu développes un programme d'enseignement formel pour les enfants
ayant des besoins particuliers. Laura fit une pause, baissant son violon. La même académie qui m'a rejeté 3 fois. Jason eut la décence de paraître embarrassé. Les institutions évoluent, certaines plus lentement que d'autres. Miguel regardait entre les deux, ressentant la tension, sans en comprendre pleinement l'origine. « Et quel serait ton rôle là-dedans, Jason ?» demanda Laura d'un ton prudemment neutre. « Conseiller, pas le tien, mais le leur, pour m'assurer qu'il n'interfère pas dans ton processus. » Il marqua une pause. « J'ai commis une erreur en t'abandonnant quand tu avais le plus besoin de guidance. Je ne te demande pas de redevenir mon mentor. Je te demande d'être un père. » La proposition flotta dans l'air comme une note non résolue. Laura se tourna vers Miguel, qui avait repris sa pratique en silence, sa détermination presque palpable. « Je ferai ça à une condition, » répondit-elle enfin. « Le programme doit être accessible, sans audition éliminatoire, sans frais prohibitifs. » J'en ai déjà discuté avec eux. Ils ont accepté des bourses complètes pour jusqu'à 40% des élèves. Un sourire réticent se forma sur les lèvres de Laura. 50%. Jason soupira théâtralement. « Tu as toujours été têtu. J'ai appris du meilleur. » Alors qu'ils finalisèrent les détails de la proposition, le téléphone de Laura sonna. C'était le chef d'orchestre Caldeira. La Philharmonie de Berlin avait confirmé. Il voulait non seulement la tournée, mais aussi un atelier sur sa méthode. « Ils sont particulièrement intéressés par la manière dont tu as modifié Tchaïkovski, » expliqua Caldeira, sa voix débordant d'enthousiasme. « Ils appellent ça une interprétation innovante. » Après avoir raccroché, Laura regarda Jason, qui avait entendu une partie de la conversation. « On dirait que ton océan a enfin trouvé son propre courant, » commenta-t-il. « Et toi ?» demanda Laura. « Que penses-tu vraiment de mon interprétation modifiée ?» Jason réfléchit longuement. « Je pense que Tchaïkovski aurait approuvé. La musique doit s'adapter aux musiciens, pas seulement le musicien à la musique. » C'était la validation dont Laura n'avait jamais su qu'elle avait encore besoin. Non pas parce qu'elle venait de Jason, mais parce qu'elle émanait d'une compréhension véritable. « Maintenant, » poursuivit Jason en désignant Miguel, qui pratiquait toujours avec détermination dans un coin, « je crois que vous avez un océan propre à explorer. » Alors que Jason se retirait, Laura observa son jeune élève, percevant comment son propre parcours avait transformé non seulement sa relation avec la musique, mais aussi sa compréhension de ce que signifiait être une artiste accomplie. La douleur dans son poignet ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle était devenue une partie de son histoire, pas sa fin. 6 mois plus tard, Laura se trouvait dans les coulisses de la Philharmonie Berlin, le poignet légèrement douloureux, mais maîtrisé. La tournée européenne avait été un triomphe inattendu, les critiques décrivant sa méthode comme une révolution silencieuse dans la pédagogie musicale. Pourtant, aujourd'hui, ce n'était pas Laura qui jouerait. Sur la scène principale, Miguel et 5 autres élèves du programme attendaient nerveusement, chacun avec son instrument adapté à ses besoins spécifiques. La prestation serait diffusée internationalement dans le cadre d'un documentaire sur l'inclusion dans les arts. « Et si j'échouais ?» murmura Miguel, son violon tremblant légèrement dans ses mains. Laura se mit à genoux devant lui. « Tu te souviens de cette fausse note lors de mon répétition d'hier? Qu'est-ce qu'elle m'a dit ensuite ?»« Qu'il n'existe pas de fausses notes, seulement des notes imprévues, » récita Miguel, un sourire hésitant se dessinant. « Exactement. » Elle lui serra doucement l'épaule. « Maintenant, vas-y et laisse l'océan parler. » Le chef d'orchestre invité n'était autre que Jason, qui avait assumé un rôle inattendu en tant que défenseur du programme. Lorsque les lumières s'éteignirent, Laura retrouva sa place dans la première rangée, aux côtés du directeur de la Philharmonie de Berlin et des représentants de l'UNESCO qui envisageaient d'étendre le programme à l'échelle mondiale. La pièce choisie était une composition originale de Laura, écrite spécifiquement pour les capacités uniques de ses élèves. Main qui parle commença par une note solitaire de Miguel, tremblante mais déterminée, progressivement accompagnée par les autres jeunes musiciens. La beauté de la pièce ne résidait pas dans sa perfection technique, mais dans son authenticité brute. Chaque enfant jouait d'une manière que les puristes auraient jugée incorrecte, mais qui, ensemble, créait quelque chose de profondément émouvant. Au milieu de la performance, le poignet de Miguel se bloqua, exactement comme celui de Laura lors de cette nuit de retour. Un moment de panique traversa son visage, visible pour tous dans.
La première rangée. Laura retint son souffle, luttant contre l'envie de courir sur scène. Mais alors, Miguel fit quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de tenter de forcer son chemin à travers la séquence comme prévu, il s'adapta instantanément, modifiant sa digitation comme Laura lui avait enseigné. Les autres jeunes musiciens, entraînés à répondre aux changements, s'ajustèrent en parfaite harmonie. Jason, à la baguette, sourit de fierté, suivant la direction des enfants au lieu d'imposer sa structure. Les larmes coulèrent librement sur le visage de Laura. Ce moment, ni l'ovation de sa propre performance, ni les éloges de la critique, ni même la validation de Jason, était son véritable triomphe. La peur avait été remplacée par des possibilités, l'échec transformé en une nouvelle langue. Lorsque la pièce se termina, il y eut un moment de silence révérencieux, avant que le public n'explose en applaudissements. Des personnes se levèrent, certaines pleurant ouvertement. Le directeur de la Philharmonie serra le bras de Laura. « Voilà, dit-il, la voix embuée d'émotion, c'est l'avenir de la musique. » Miguel chercha Laura dans le public, son sourire si radieux qu'il aurait pu éclairer tout l'auditorium. C'était le même regard de joie pure qu'elle avait ressenti des années auparavant, lorsqu'elle avait joué du violon pour la première fois. Non pas pour la perfection, mais pour la simple joie de créer quelque chose à partir de rien. Jason fit une révérence finale avec les jeunes musiciens, puis fit signe à Laura de les rejoindre sur scène. Hésitante, elle monta les marches, ressentant le poids du moment. « Ces enfants, annonça Jason au micro, ne sont pas l'avenir de la musique parce qu'ils ont surmonté des limitations. Ils sont l'avenir parce qu'ils nous ont appris que la musique n'a jamais eu de limites, seules nos perceptions en avaient. » Il remit la baguette à Laura, un geste symbolique qui ne passa inaperçu auprès de personne dans le public. La transition de l'élève à la pionnière était accomplie. Alors que les jeunes musiciens l'entouraient, dans une accolade collective, Laura se rendit compte que sa plus grande œuvre n'était pas une performance parfaite, mais les océans qu'elle avait contribué à éveiller en chacun d'eux. 3 ans plus tard, Laura observait la cour du Centre international de musique adaptative, où des dizaines d'enfants aux diverses aptitudes s'entraînaient sous le soleil printanier. Ce qui avait commencé comme un programme expérimental était devenu un mouvement mondial, avec des antennes dans 15 pays. Son poignet lui faisait encore mal les jours de pluie, un rappel constant du prix qu'elle avait payé pour avoir ignoré les limites de son propre corps. Mais la douleur s'était transformée en quelque chose de différent, un professeur et non un bourreau. Jason, désormais un visiteur régulier, dirigeait un masterclass dans l'auditorium principal. Leur relation avait évolué vers un partenariat respectueux, les cicatrices du passé graduellement remplacées par une compréhension mutuelle. « Prête pour la représentation de demain ?» demanda Miguel, maintenant âgé de 15 ans, s'approchant avec son violon. Sa technique avait évolué de manière que personne n'aurait pu prévoir, sa limitation physique transformée en une signature artistique unique. Laura sourit, observant l'océan de possibilités qui s'étendait devant elle, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient appris à croire qu'il n'existait qu'un seul chemin vers l'excellence. « Je suis toujours prête pour une nouvelle interprétation, » répondit-elle, ajustant son violon contre son épaule, trouvant l'équilibre parfait entre ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle avait gagné. Le son qui émergea alors n'était pas seulement de la musique. C'était une conversation entre tous les océans qu'elle avait aidé à réveiller, chacun parlant sa propre langue spéciale, mais ensemble créant quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties.